Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Un petit point sur la volatilité qui s'est produite hier soir. Moi j'avais de la chance cette fois, au moins j'étais devant les graphiques, ce qui m'aura permis d'en profiter. Je vais décrypter ça avec vous en toute transparence. Et on va faire un petit point évidemment donc sur les stratégies techniques et on va reprendre un petit peu les stratégies de flux puisque ça fait plusieurs semaines qu'on n'avait pas fait de brief sur les flux, mais bon, encore une fois c'est les vacances et j'ai aussi le droit d'apprendre un peu de temps pour moi. Mais évidemment, donc là, comme on a de la volatilité et que certaines stratégies de flux dont on avait parlé et qui sont documentées dans les derniers enregistrements sont évidemment entrées en activité hier soir. Donc, on va les revoir, récapituler tout ça, mais d'abord un petit point technique sur les UT d'un petit peu plus long terme. Donc, les gestions à faible risque, rappel, pour les cryptos sont toujours en hebdo, voire en mensuel. Mais pour ma part, les contextes mensuels sont un petit peu foutoirs. Donc, je préfère rester sur les stratégies, on va dire, pour l'instant plutôt hebdomadaires. Dans des tendances de fond haussières, il n'y a pas de retournement vendeur tant qu'il n'y a pas de troisième borne. Il va donc falloir, si Ethereum c'est du pipeau et ça sert à rien tout ce bordel, on va juste l'amener à zéro, il va falloir passer par les 3000 $ avant. Donc voilà toujours les stratégies qui en sont pour ma part liées à ça, c'est-à-dire rachat hebdomadaire, deux structures qui pour l'instant sont clairement tendancielles, tendent à se construire avec des structures alternatives, c'est-à-dire qu'on a de très grosses consolidations baissières, autrement dit breakout, invalidation du breakout, deuxième breakout, repli sur la zone de breakout, repli sur l'overlap de la résistance précédente, égale, si c'est bien une tendance, elle se construit sur une structure alternative, c'est QFD, égale normalement tous les bénéfices de cette tendance seront cumulés dans la phase finale d'extrapolation haussière. Maintenant, cette phase finale d'extrapolation haussière, d'accord, pour ma part, peut tout à fait ne se produire qu'en 2030. Donc, je vous l'ai toujours dit, sur la partie Ethereum, Bitcoin de mon portefeuille, ceux sur lesquels, par rapport à mon modèle en 6 branches de market share que j'envisage pour les cryptos, il y en a déjà 2 qui sont prises et qui ont une vitesse de libération suffisante par rapport à tous les concurrents, c'est Bitcoin et Ethereum. Ces deux-là, dans tous les cas, je les garde jusqu'à 2030. Il est hors de question de vendre quoi que ce soit de ces trucs-là. D'accord? Donc ça, je vous l'avais déjà dit, j'espère que c'est clair dans vos têtes. Point barre. J'ai un validateur Ethereum qui tourne et je le revendrai jamais de ma vie. Et j'ai des Bitcoins qui sont sur un safe wallet à la banque et je les touche pas. D'accord? Je vais pas du tout aller m'emmerder à chercher le wallet pour trader et faire des arbitrages de plus 15% sur le bordel. Ok? Donc c'est tout simple. C'est aussi simple que ça. Donc, comment ça se déroule sur ce truc-là? Bah évidemment, donc déjà, je ne parle pas dans ces stratégies spéculatives de la partie fonds de portefeuille Ethereum Bitcoin qui est allouée sur l'horizon 2030. Ok? Il y a que sur cet horizon 2030, j'ai aussi une part du portefeuille qui est louée à Atom et à Chainlink à la seule et unique condition qu'ils produisent des signaux favorables à mi-2024. C'est-à-dire que si mi-2024, j'ai de l'Atom et du Link qui ne performent pas correctement, je sortirai une partie de ces positions, ou peut-être l'intégralité selon la nature des signaux, pour revoir éventuellement des investissements plus tard. Ce sera revenir sur du fiat en attendant un contexte plus favorable. Ok? Voilà un peu le délire. Pour le reste, d'accord, c'est-à-dire donc tous ceux qui ne sont pas en noir ici, ce sont des stratégies spéculatives à échéance mi-2024. Ça veut dire aussi que si elles échouent, ce seront des pertes sèches ou non, en fonction de ce qui aura pu être produit comme rendement sur ces actifs entre-temps. Il faut savoir quand même que pour la plupart de ces actifs, j'ai aussi un rendement passif. Ça veut dire que la perte ne sera pas juste « Ah, j'ai acheté à 10, j'ai revendu à 8, j'ai perdu 20%. » Pour la plupart, ces actifs produisent un rendement. D'accord? Donc il y a des rendements de staking qui cumulés, etc. Bon, évidemment, de toute façon, ça je vous l'ai toujours dit, et en toute transparence, à la fin de ce cycle, en mi-2024, il y aura une énorme émission de débriefing total avec des calculs sur les rendements, etc., quels sont les gains, les pertes réelles sur ces stratégies, parce que je me suis engagé à le faire publiquement de A à Z et que je tiendrai parole. Voilà. Ça, c'est pour la partie investissement. Donc, je l'avais dit, 2 cycles. Un qui devrait se terminer vers mi-2024 et qui peut tout à fait se terminer par rien du tout. Et de toute façon, certains investissements, horizon 2030, dont certains sont de toute façon garantis, je n'y toucherai pas. D'autres sont conditionnés à une réussite déjà de rebond sur les cycles 2024. Voilà pour la partie investissement. Tout le reste, Solana, Avax, machin, tout ce bordel. Ok? Bon, bah ça évidemment, c'est des trucs que j'ai mis dedans. Je sais que ça peut valoir 0, que je peux peut-être me planter sur certains, difficilement sur tous. Mais en attendant, voilà un peu, c'est la partie, on va dire, malléable du portefeuille. Je peux tout à fait envisager de switcher ces actifs vers d'autres, c'est-à-dire de commencer à swapper un vers un nouveau projet qui me semble plus prometteur que ceux qui ont été choisis. C'est la partie du portefeuille managé dont je vous avais parlé, qui est, si jamais je vois d'autres meilleurs candidats, je peux envisager de swapper.
Je choisis ces market share par rapport à un modèle donc en 6 branches sur lequel 2 sont déjà prises et il reste 4 branches à remplir. Ok, par rapport à ces 4 branches, il y en a aussi une en plus, c'est entre guillemets Chainlink, c'est-à-dire celui qui crée l'interopérabilité pour ces 6 branches. Okay, et à partir de là, on l'avait dit, ces autres market shares, je vais vous rechercher le modèle, hop, se structurent sur donc 6 métriques qui permettent de mesurer les market shares relatives. Donc ça, c'est celles qui sont déjà prises, Bitcoin, Ethereum. Et voilà les 4 autres que j'envisage qui devraient être solidifiées sur le cycle précédent, ceux qui maximisent les TPS, ceux qui maximisent l'user onboarding, ceux qui maximisent l'obfuscation et les environnements permissionnés, et ceux qui maximisent les interopérabilités via des transactions cross-chain. Voilà. Donc tout le délire, et comme on avait dit, Chainlink, qui est un peu l'oracle, c'est-à-dire c'est quelque chose qui opère l'interopérabilité entre réseaux publics, avec évidemment donc une tierce partie de confiance qui doit être très fortement décentralisée, le réseau d'oracle. Bon, à partir de là, ça reste très hypothétique, hein, je vous l'ai dit, Chainlink en termes de, on va dire, 7e branche qui coordonne les 6 autres branches, ça reste très spéculatif et je prends le risque de monter ce risque spéculatif à un maximum de 5 à 10% de mon portefeuille, c'est-à-dire minimum 5, maximum 10, et ça je vous l'ai toujours dit, c'est-à-dire que je suis conscient de prendre beaucoup de risques par rapport à Chainlink. Maintenant, c'est un risque mesuré et ce sont des choix de gestion. Et si je me trompe, j'en assumerai les conséquences. Voilà, vous savez tout donc pour la partie investissement. Maintenant, on revient sur la partie plus trading, c'est-à-dire donc poche active. À partir de là, il y a pas mal d'ajustements donc qui doivent être faits. C'est-à-dire, je l'ai dit, je regarde ces cryptos en termes de market cap et je regarde leur structure de construction de bottom. Évidemment, la fin du jugement sera fait mi-2024, où de toute façon, ici, le tri doit être fait. À ce moment-là, je jugerai de qui reste, qui dégage, qui j'encaisse pas. Puisqu'encore une fois, à partir de mi-2024, on peut tout à fait avoir un emballement haussier de rupture d'ATH sur certains actifs ou pas. Bon, j'ai dit Solana d'un parti technique, ça me paraît assez peu probable. Les bornes de volatilité se ferment sur toutes les UT. Je pense que Solana sera à vendre. En tout cas, les profits seront à récupérer sur la zone des 40 milliards. Sauf si je la vois réussir à obtenir la vitesse de libération suffisante. C'est-à-dire, si en arrivant ici, je vois qu'elle obtient plus de 50% des market shares de trades exécutés par jour, transactions per second, voilà, et que dans cette mesure-là, le suivant n'obtient pas plus de 30%, on l'a vu, le suivant, ce sera probablement les Layer 2. Si j'ai bien cette structuration de modèle, je sais donc que dans ce cas-là, Solana atteint la vitesse de libération suffisante. Qu'est-ce que je fais? Je prends des profits peut-être partiels et je transpose le reste de ces positions à horizon 2030. Ok? Capiche? Ça va pour tous les autres, d'accord? Les Osmo, machin et bidule. Ils ont tous des stratégies. Alors Osmo, je pense de toute façon, je vendrai 2024. Avalanche également, sauf si elle arrive à se positionner sur une branche éventuellement en réseaux sociaux, comme j'avais pu dire, ou autre, hein, je sais pas. Mais il faut que chacun ait trouvé ses market share à mi-2024 avec une vitesse de libération suffisante. Sinon, pour moi, ce sera take profit et on verra plus tard. Ok? C'est vraiment aussi simple que ça. Je n'ai pas la science infuse. Le macro cycle se termine en 2032. Donc, encore une fois, attention à pas essayer de maîtriser les temporalités, à vouloir gérer des gains tout de suite parce que ça doit se produire comme ça. Ok? Quand on investit sur la valeur, on est patient. Voilà le délire. Maintenant, il y a la troisième partie du portefeuille, c'est-à-dire, on l'a répété, il y a la partie investissement. Il y a la partie investissement spéculatif, d'accord? Et il y a la partie trading. Ok, trading, là on parle de trading en marge, c'est-à-dire qu'il y a ici des stop-loss, des collatéralisations avec des effets de levier, c'est-à-dire de la dette. Ici, on emprunte le capital qui manque pour augmenter la taille de position. Et évidemment, il y a des gestions du risque. C'est-à-dire qu'ici, il y a des objectifs qui sont clairs, il y a des validations qui sont claires, il y a des invalidations qui sont claires. Ici, c'est pas vers mi-2024, je juge, il y a zéro subjectivité ici. Je conçois que pour certains, l'investissement, ça peut paraître très subjectif. Bon, pour moi, c'est pas le cas puisque j'ai dit, j'ai modélisé toutes mes stratégies d'investissement. Donc, je sais ce que je veux voir et si je le vois pas, c'est que c'est pas bon. Je sais ce que je veux pas voir et si je le vois, c'est que c'est pas bon. D'accord? C'est exactement la même chose pour moi, hein. Il y a des validations, confirmations et invalidations. Maintenant, c'est un peu plus subjectif pour le commun des mortels et je peux pas vous en vouloir à ce niveau-là. En tout cas, j'ai tout fait pour ma part pour essayer de documenter et de vous partager tous ces modèles, etc. au fil des derniers trimestres. Après, il y en a que ça intéresse pas l'investissement. Dans ce cas-là, vous prêtez pas attention à cette partie-là de mon trading. Vous restez sur les parties flux et ça, vous avez toutes les émissions du mercredi sur lesquelles on a tout suivi. Pour moi, les stratégies sur lesquelles les
flux sont à prioriser sont les stratégies sur lesquelles les investissements sont les mieux structurés. C'est-à-dire, pour ma part, j'ai dit j'évite de faire des stratégies de flux sur les actifs qui ont fait un plus bas avec FTX. Je préfère les actifs qui ont constitué le point bas technique en juin et qui ont maintenu des bottoms sur ces trucs-là. C'est-à-dire, à l'exception de Bitcoin, parce que Bitcoin c'est quand même la plus grosse market cap, ça a constitué pour moi donc des stratégies centrées sur Ethereum, Atom, Chainlink. D'accord ? Relativement simple, à partir de là, j'avais dit, c'est par là. Bon, Monero, vu que c'est pour moi une pure stratégie d'investissement, il pourrait rentrer dans cette case, mais je ne fais pas de trading sur Monero, étant donné que c'est quand même pas très compliqué à comprendre. Monero va probablement se faire délister des plateformes d'échange, donc commencer à faire du trading sur un actif qui va finir délisté, c'est peut-être pas nécessairement très malin. Voilà un peu le délire. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ceux-là et pas d'autres, mais c'est un choix qui m'incombe. Après, libre à vous d'aller faire mumuse sur ceux que vous voulez. À partir de là, il s'agit donc d'identifier, pour mettre en place des stratégies spéculatives de trading, des stratégies. D'accord ? Donc là, ici, mes stratégies ont toujours été claires et ouvertement données. Ce sont donc des contextes à faible risque en hebdo, voire mensuel, qui laissent donc normalement, d'accord, à penser que les flux devraient se produire entre l'horaire et le 4 heures. On avait vu que les flux étaient effectivement bien en 4 heures sur ces actifs et on avait identifié la structure de flux en question. Alors je me mets sur le daily, comme ça on le voit sur les UT inférieures, c'est plus clair. On avait donc identifié la séquence de flux que vous devez normalement connaître par cœur et de toute façon elle est documentée et du coup les règles sont écrites dans le marbre. Laissez-moi le temps de la retrouver. Je suis passé devant, voilà. Ok. Donc, par rapport à ces stratégies de trading de flux, vous devez avoir un premier flux qui déplace les prix et les contextes au-dessus de la moyenne qui doit être au moins plate, voire légèrement ascendante. S'ensuit une troisième borne de range, puis un repli vers la moyenne ou au maximum la bande de Bollinger qui doit constituer un creux ascendant. Ensuite, la validation de l'étape suivante se fait à la rupture du sommet précédent qui doit derrière déplacer de nouveau les contextes au-dessus de la moyenne qui cette fois doit être largement ascendante jusqu'à ce que se constituent des troisièmes bornes rejetant jusqu'à la bande de Bollinger basse uniquement cette fois, où se situe le troisième point d'entrée, dont l'étape de validation est la cassure du sommet précédent avant la constitution finale et la cinquième étape d'une dernière troisième borne de range. En l'application de ces stratégies, si je corrobore donc tout ça, nous avons donc la zone de faible risque de moyen terme, le départ de cette dernière avec le déplacement des contextes en daily, enfin en 4 heures dans ce cas-là, qu'on voit donc bien ici, le repli vers la moyenne, ici, le deuxième flux. La troisième borne en retard qui a donc été revisitée ici et la borne de volatilité. On est donc bien ici dans la structure, point bas du troisième flux. C'est une stratégie relativement claire pour moi. Donc la suite, c'est casser le point haut et l'invalidation, c'est casser le point bas précédent. Donc c'est relativement simple, c'est achat, invalidation, validation. Et l'objectif, ce sera la troisième borne qui suivra, forcément au-dessus de ce truc. C'est-à-dire, je laisserai ce machin-là filer aussi longtemps qu'il le veut, et j'aurai des take profits à réaliser sur les troisièmes bornes. Ok ? C'est aussi simple que ça. La troisième borne, elle pourra peut-être se faire à 3000, peut-être à 2002, je n'en sais rien, je m'en tamponne. Encore une fois, les stratégies de flux, vous ne pouvez pas prévoir les objectifs. Vous savez clairement, par contre, quels sont les éléments de validation, de confirmation, et les invalidations. Stop loss. C'est tout ce que vous savez. Point barre. Voilà, donc à partir de là, voilà la stratégie que je mets en place sur Ethereum, et vous devez donc comprendre que sans hésitation, hier soir, quand j'ai eu mes alertes qui ont popé de partout, je suis donc allé réaliser des achats. Pour ceux qui sont même très attentifs, je vous rappelle que j'avais pris des stratégies de flux en retard sur Ethereum, en ayant acheté sur ce bottom ici, et je vous avais dit, malgré l'atteinte de la troisième borne où j'ai récupéré les trades sur Bitcoin, je laisse Ethereum ouvert au cas où il fuse comme un connard. Et évidemment, le risque, c'est qu'on revienne stopper ces positions qui sont donc mises à break-even. Donc je me suis donc fait stopper ces positions hier et je vous garantis que j'ai été le premier à les racheter à 1577, un truc comme ça. Enfin, par là, quoi. Donc c'est bien, je me suis fait stopper sur cette stratégie qui était non pas la stratégie de flux, mais plutôt de dire, bon, j'ai raté le gros move, je vais essayer d'en reprendre un des fois que ça relance, avec le risque que ça comporte. Et si je me fais stopper, évidemment, je reprendrai au niveau de la borne de volatilité pour une stratégie de troisième flux. D'accord ? Ce trade-là ici n'a donc rien à voir avec le précédent, pardon, hop. C'est donc là maintenant un trade de troisième flux que je viens de prendre qui n'a rien à voir avec un trade de ok, j'ai raté le début du deuxième flux, je vais essayer de me positionner au milieu. Ok ? Voilà un peu le délire. Donc il s'agit bien pour ma part d'avoir accepté ici l'invalidation de la stratégie précédente
et de démarrer la stratégie suivante, qui ne sont pas du tout les mêmes. C'est pas « Ah bah le mec il prend un stop mais il y retourne comme un gros débile ». C'est deux stratégies différentes, il y en a une qui vient d'être invalidée mais il y en a une autre qui commence, donc je la prends. Le stop de cette stratégie est très clair, il est donc à 1377, puisque si jamais on casse le point bas précédent, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de troisième flux. Donc, je ne fais qu'appliquer des règles qui ne sont pas du tout centrées sur Ethereum. Là, ici, j'en ai rien à foutre de l'actif en question. C'est juste que comme j'ai quand même une capacité de marge limitée, je ne peux pas emprunter autant que je veux, je préfère le faire sur les actifs qui me semblent les plus favorablement positionnés. Ethereum, Atom, Bitcoin, l'avenir dira si je me suis planté. Voilà. En attendant, ces stratégies de fonds qui ne sont ni inhérentes à Ethereum, Bitcoin ou etc., qui s'appliquent sur n'importe quel type d'actif, je les applique sans trop réfléchir hier soir, et ça faisait partie des plans, puisque je l'avais dit que si on venait taper ces bornes de vol, je les paierais. Je les ai donc payées sur Ethereum, Bitcoin et Atom. Tous ceux qui considèrent des stratégies de flux. Chainlink, j'ai rien changé, je vous rappelle, je suis toujours dans les mêmes positions. Ici, le premier flux n'a même pas commencé pour l'instant. Donc Chainlink, pour l'instant, c'est tranquille. Voilà. Sur la partie Atom, qui est un petit peu plus complexe à gérer, il y a quand même des stratégies de flux ici, puisque donc je vous le rappelle, on vient chercher le point bas hebdomadaire, on a le départ d'un premier flux avec le déplacement de prix suffisant. Derrière, il y avait des stratégies d'investissement sur la moyenne qui n'ont pas franchement été très prolifiques, puisque derrière, on échoue, on rejette une troisième borne. Pardon, je dis n'importe quoi. Donc, premier flux, troisième borne. Derrière, le rejet à la moyenne. Ici, on se mange FTX, mais pas de nouveau plus bas. Ici, on frôle les bornes de volatilité. Je vous avais dit, je pense qu'on peut considérer que c'est bon. Et surtout, comme on avait les autres actifs qui partaient en deuxième flux, je restais plutôt favorable au départ du deuxième flux d'Atom. Bon, c'était pas le cas, évidemment, malheureusement. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Rejet de la troisième borne. C'est la même chose que ce que nous a fait Ethereum sur son deuxième flux. Et on vient rechercher cette fois parfaitement les bornes de volatilité deux fois. C'est-à-dire ici, avec les liquidations en juin, et la deuxième séquence de liquidation qu'on vient de connaître hier. Encore une fois, sur les mêmes bandes de Bollinger, toujours au-dessus des points bas précédents. Pour ma part, les stratégies sur Atom sont très claires. Ce sont des achats sur cette borne de volatilité, avec un stop sous le point bas précédent. Si ça passe, c'est un deuxième flux que je trade sur Atom. C'est-à-dire, pour ma part, ici, il faudra dépasser le sommet précédent. D'accord? Donc je sais que l'objectif minimal de ces trades, c'est 17 $. Okay, en payant à 7, visant 17, encore une fois, les risques reward ici sont relativement importants. Et je vous rappelle que le risque reward d'un trade, c'est la réciproque inversée de sa probabilité de succès. Ça veut dire que si concrètement ici vous avez un risque reward de 8 pour 1 qui est offert sur ce trade, d'accord? Alors pardon, je ne vais pas aller sur la zone, on sait que c'est minimum 5, d'accord? Ça veut dire qu'il y a au moins 5 pour 1 de rendement à venir sur ce trade. Ça veut aussi dire qu'il y a peu de chances que ça marche. Il faut que vous soyez rationnel, d'accord? Si on vous propose un trade avec une gestion du risque qui vous dit que vous allez gagner 5 pour 1 de risque, concrètement, c'est qu'il y a aussi moins de 50% de chances que ça se produise. Il faut que vous soyez rationnel. Si tous les trades avaient autant de chances de se produire et qu'il y en a un qui vous propose 2 pour 1 et un qui vous propose 5 pour 1, tout le monde parierait sur le 5 pour 1. La réalité, c'est qu'évidemment, le 5 pour 1, il est moins probable. Ok? Donc, je préfère être franc avec vous. Les niveaux de prix qui sont touchés sur Atom aujourd'hui relèvent d'une inversion littérale des risques, sinon c'est tout simplement que ça ne marche pas. Et dans ce cas-là, il y aura soit invalidation, nouveau plus bas, soit tout le reste, encore une fois, peut se produire au milieu de tout ça. Bref, pour ma part, j'ai pas la réponse, tout ce que je sais, c'est que j'applique bêtement ces stratégies, et que tout comme j'ai remis des stratégies spéculatives sur Atom la dernière fois en juin, j'en ai remis hier marginalement. Par la stratégie de marge ici, je vous le dis très clairement, ce que je fais, c'est que je ne remets pas du cash dans Atom, je récupère juste mes rewards que je leverage dans Nolus. Nolus offre un levier à 150%, c'est-à-dire ça vous propose de collatéraliser la position existante et de la multiplier par 2,5. Donc il y a 1,5 de levier qui est mis en place dedans. Par rapport à cette stratégie-là, et c'est ce que j'applique. C'est-à-dire concrètement, je prends toutes mes marges sur Atom, enfin toutes mes marges, tous mes revenus des dernières semaines et mois sur Atom, que je mets en marge avec un effet de levier de 2, puisque je dis de toute façon, l'invalidation est à 4. Donc si on va à 4, pour moi, ces stratégies ne valent pas. Je mets donc en risque les rewards accumulés sur Atom pour, évidemment, obtenir en plus ce petit bonus de 5 pour 1 si ça passe. Voilà très clairement comment ça fonctionne. Encore une fois, faites attention à vos utilisations de ces effets de levier. J'utilise Nolus parce que Nolus le fait on-chain et que c'est donc 100% trustless. Vous avez accès au code. D'accord? Ici, vous n'avez pas affaire à un broker qui décidera ou non de collatéraliser la position s'il en a envie. Ici, c'est tout simplement fait on-chain. Par rapport à Nolus, je vous invite encore une fois à être assez malin et à comprendre qu'il vaut mieux dans ce cas-là emprunter des ST Atom qui vous permettent d'obtenir le rendement de staking. Et voilà, bon, c'est juste petite parenthèse. Mais juste de dire, en faisant ça, n'oubliez pas qu'il y a un taux d'intérêt
Donc là, par exemple, actuellement, si vous allez sur Nolus, ce taux d'intérêt, je crois qu'il est vers 14%, alors que le rendement de staking est à peu près de 18-19%. Donc en soi, il faut bien comprendre qu'il vaut mieux emprunter des staked atoms. Dans ce cas-là, le rendement de staking de ces atomes permet de payer le taux d'intérêt. Vous avez globalement, on va dire ici, une stratégie d'investissement gratuite. Voilà. Bref, c'est du levier à peu près gratuit, ou en tout cas on va dire remboursé par les taux d'intérêt. C'est plus de dire, si vous utilisez Nolus, n'empruntez pas des atomes, empruntez des STI atoms. Voilà. Ça, c'était une petite parenthèse technique. Si ce que je viens de dire est du pur charabia, c'est que vous ne devez pas appliquer de stratégie en marge. Je vous rappelle qu'utiliser des produits financiers dont vous ne maîtrisez pas les tenants et aboutissants, c'est souvent un casse-pipe assuré. Voilà. Bref, ceci dit, je voulais vous le faire en toute transparence. Donc, les bornes de volatilité sont touchées sur Bitcoin, elles sont touchées sur Ethereum. Donc, pour ma part, toutes ces stratégies sont relancées. J'ai repris donc des trades spéculatifs sur Bitcoin également. Je n'en avais plus. Je vous rappelle, j'avais récupéré les profits sur Bitcoin. Je remets en place des stratégies. Là encore, donc, en point de départ des troisièmes flux. Et je préfère être franc. Il est tout à fait possible qu'on passe encore quelques jours, semaines sur cette zone. Il s'agit d'une zone spéculative. Sur Bitcoin, l'invalidation est beaucoup plus basse, elle est à 20 000 $. Donc encore une fois, les risques ratio rendement sur Bitcoin sont beaucoup plus faibles. Là encore, donc une plus grande probabilité de réussite. À vous de voir évidemment comment vous voulez balancer vos gestions entre risque et reward. Celui qui prend le risque sur Atom gagnera 5. Maintenant, il a moins de chances de réussir que celui qui le fera sur Bitcoin, qui gagnera probablement pas plus que 2 fois ce qu'il risquera. Voilà ce que j'ai à vous dire. Mais donc pour ma part, lancement des troisièmes stratégies de flux, je ne sais pas si elles vont réussir ou toutes échouer. Il est possible qu'elles échouent toutes. Il est possible que certaines échouent et pas d'autres. Je n'ai pas la réponse. Tout ce que je sais par contre, c'est que je connais ces stratégies par cœur et que je n'hésite pas une seconde à les appliquer quand je les vois. Je vous avais prévenu que je traderais sur ces bandes de volatilité si elles étaient obtenues. On avait même fait un brief préparant l'été en disant attention, il n'y a plus de volatilité, on est en train d'accumuler des positions spéculatives. La décision de valeur sortira de cette zone. Pour moi, la valeur monte, c'est le choix stratégique que je fais. J'achète donc le départ potentiel du troisième flux. Si j'ai tort et que la valeur n'est pas là, tout le monde se fera invalider et je prendrai mes stops en âme et conscience. Voilà, vous savez tout. Par contre, je voudrais quand même vous faire un petit point, c'est de dire tout n'est pas nécessairement pur chaos. Ceux qui ne font que du trading n'en ont évidemment rien à foutre des investissements. Moi, je préfère dire que l'échec de ces stratégies de trading risque de changer mes stratégies d'investissement. Pour ma part, si on doit donc retomber sur cette fin d'année sur des supports et invalider les stratégies spéculatives, c'est que pour ma part, il y aura peu de probabilité dans les temps impartis des stratégies d'investissement de les voir arriver à succès. Donc c'est plus de dire l'invalidation de mes stratégies spéculatives risque de conditionner l'invalidation des stratégies spéculatives d'investissement également. Ça fera mal au moral, je ne vais pas vous mentir, ça me ferait bien chier. Je me suis engagé clairement là-dedans beaucoup. Maintenant, encore une fois, ça ne me mettra pas à la rue, loin de là. Ça restera de toute façon des investissements qui ne peuvent absolument plus à ce stade générer la moindre perte. D'accord, c'est juste de dire, moi j'ai quand même fait partie du cycle 2019. Donc je vous garantis, dans tous les cas, pour moi la crypto, ça restera une opération financièrement positive. Maintenant, ça reste que les 2 ou 3 dernières années auront été extrêmement douloureuses en termes de gains potentiels qui auront littéralement disparu. Ça, c'est tout à fait réel et je ne le cacherai pas si ça devait se produire. Voilà. J'espère en tout cas avec cette transparence vous avoir recadré un petit peu. Je vous avais promis de faire des stratégies de flux si j'avais besoin de les faire. Pour ma part, donc, voilà l'état actuel des choses. Les flux ont été interrompus pour ma part sur le S&P. Mes objectifs de retracement ont aussi été atteints sur le DAX puisque je visais le repli sur les supports. Donc bref, pour ma part, pour la partie corrective des flux, des stratégies sur les indices boursiers, on est sur support, pareil, borne basse de volatilité un peu partout. Pour ma part, donc je ne mets plus en place de stratégie vendeuse sur les indices américains, ni les indices européens. Maintenant, ça ne veut pas dire que ces supports vont être payés. Je tiens à le dire, je n'achète pas pour l'instant les indices boursiers. Je les laisse prendre ces décisions sur les supports et je serai spectateur de ces dernières. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bonne journée à toutes et à tous, bonne fin d'été. On reprend tous les contenus éducatifs et les contenus plus réguliers, évidemment, à la fin de l'année. J'essaie de faire un brief swing qui résumera en partie ce que je viens de dire ici, en grande partie même, mais on refera le tour de tous les modèles qu'on suit évidemment chaque semaine, l'inflation, tout ça, pour rester dans le cadre et la régularité de ce que je vous propose chaque semaine sur TradingView. Sur ces belles paroles, allez, ciao ciao.